Bonjour à tous, nous sommes réunis pour le livret numéro 6 de l'apprenti au rite écossais primitif. Dans ce livret, on termine le rituel d'ouverture avec l'illumination des lumières d'ordre, sagesse, beauté et force, et le dévoilement du tableau de loge. On aborde les mythes de l'apprenti dans le symbolisme maçonnique, donc on va énumérer un certain nombre de mythes qui sont assez connus, mais qui ont une utilité particulière. Dans les mots pour le dire, on abordera l'ontologie, l'eschatologie, le syndrome de la chute adamique, la notion de catabase, c'est-à-dire de chute, et d'anabase, c'est la remontée, le mythos et le logos, c'est-à-dire le mythe, et puis une forme de vérité rationnelle. L'ubris qui se prononce ibris et diké, voilà, la connaissance et la gnose. Ensuite, nous verrons en quatrième partie nos valeurs. Alors tout d'abord pour le rituel, nous en sommes au stade de l'illumination des lumières d'ordre, sagesse, beauté et force, et le dévoilement du tableau de loge. Donc 3 coups de maillet sont donnés par le Véné, par le premier, puis par le second surveillant, donc c'est une situation triangulaire. On annonce que la loge qui est fermée et couverte va être ouverte par les signes ordinaires. Dans les signes ordinaires, il y a le processus de descente de la lumière ordonnatrice à partir de l'Orient vers l'Occident, en tout cas vers le tableau de loge et le pavé mosaïque. Il va s'agir pour le maître de cérémonie accompagné du frère terrible d'aller quérir à la sommitale du chandelier à 3 branches du vénérable maître la lumière avec un bout de feu et d'allumer tout d'abord sagesse, puis beauté et puis force. Alors sagesse, beauté et force forment une sorte de triangle rectangle, comme vous l'avez constaté. La sagesse, elle est mise pour le vénérable maître qui dit que la sagesse préside à nos travaux, il préside à nos travaux, c'est donc la sagesse. Que la beauté les orne, c'est juste en face du second surveillant, donc le second surveillant incarne la beauté, c'est-à-dire l'harmonie, en plus des autres fonctions qui sont les siennes. Et que la force les achève, c'est en face du premier surveillant qui incarne cette force nécessaire pour poursuivre les travaux et continuer son travail d'introspection et d'amélioration. Alors, dans le document qui vous est remis, on vous donne quelques explications, et notamment sur l'allumage en diagonale. Par exemple, le fait que le premier surveillant soit effectivement en regard diagonal du soleil veut dire beaucoup de choses. C'est-à-dire que cette force et le soleil s'associent. La lune et la beauté s'associent aussi. Et c'est attesté, cette relation diagonale, par le fait qu'en même temps que force est allumée et que beauté est allumée, le vénérable maître va allumer la partie gauche de son chandelier, de son côté, puis la partie droite, suivant sagesse, force et beauté. Donc cette relation de triangulation se fait aussi en rapport avec une démarche en croix de Saint-André. En même temps que sont allumées les lumières d'ordonnancement, c'est-à-dire les lumières qui permettent de voir l'imago mundi du tableau de loge, on dévoile, mais aussi on allume le soleil et la lune à l'Orient. Donc c'est une illumination complète qui se fait par ces lumières d'ordonnancement, sagesse, force et beauté. Voilà, donc ça c'est un point important qui vous sera expliqué par votre second surveillant. Une fois que le dévoilement et la révélation de l'imago mundi a eu lieu, après l'allumage des lumières d'ordre, on fait donc la simple batterie et l'acclamation écossaise. Et on provoque à ce moment-là, c'est le vénérable maître qui provoque l'ouverture des travaux par évocation, passage au plan spirituel, à la gloire du Dieu Tout-Puissant, grand architecte de l'univers. Donc on dit, sous les auspices de qui nous travaillons, la grande loge symbolique du rite écossais primitif. On dit aussi qu'on travaille en vertu des anciens devoirs et des pouvoirs qui me furent conférés, c'est-à-dire que le vénérable maître a eu une transmission qui lui permet de tenir loge, en fait.
et il fait asseoir tout le monde après avoir mis en place l'équerre et le compas, plus précisément l'équerre sur le compas, le tout sur la Bible, à son autel. Il n'y a pas d'autel séparé, c'est l'autel du Vénérable qui fait fonction de support pour cette Bible. Et on invite chacun à reprendre sa place. On commence par l'Orient, après c'est le premier surveillant pour la colonne du Midi, et enfin c'est le second surveillant pour la colonne du Septentrion. C'était encore un système croisé en diagonale. Et enfin, nous avons notre secrétaire qui lit l'ordre du jour de la présente assemblée avec un procès-verbal récapitulatif des précédents travaux et puis l'annonce des travaux en cours. Voilà. Donc tous ces éléments-là sont relativement logiques. On ne commence à travailler qu'une fois que la lumière est présente dans la totalité de la loge, que l'Orient est illuminé comme l'Occident, comme le Septentrion et comme le Midi. Tout est parfait, on peut commencer à travailler. Là, c'est la fin de l'ouverture des travaux. Et on attaque à ce moment-là vraiment la raison pour laquelle on se réunit, quoi. C'est-à-dire, on va faire la planche, on va la lire, chacun va apporter à cette planche quelques éléments, etc., etc. Deuxième partie, les mythes lumineux pour l'apprenti. Alors, là, on s'est attaché à se limiter à 4 mythes. On aurait pu en mettre 5. On a compris que l'apprenti effectuait une marche vers la lumière et que le symbolisme maçonnique devait l'aider dans cette démarche. Alors, il se trouve que nous avons des mythes qui ressemblent beaucoup, qui rappellent un peu le cabinet de réflexion, qui est le mythe de la caverne socratique. Ça nous intéresse parce que finalement, c'est un héros qui face à l'ignorance du groupe dans lequel il se situe au fond de la caverne, se dit que toutes ces ombres projetées sur la paroi de la caverne doivent bien signifier quelque chose. Et ça serait quand même bien d'aller voir dehors, à la lumière du soleil, ce qui se passe, plutôt que de rester dans l'obscurité qui est synonyme ici d'ignorance. Alors ça nous rappelle un petit peu, le cabinet, la chambre de réflexion, parce que nous avons un certain nombre d'éléments qui nous le rappellent. Le fait qu'elle soit tendue de noir, peinte en noir, que le tableau qui nous est présenté est un tableau qui parle de régénération, c'est-à-dire de recommencement, qui parle aussi, qui met en avant des éléments de germination, donc de monter vers la lumière. Voilà, donc on peut dire que le fait de passer dans cette chambre de réflexion ou cabinet de réflexion nous laisse à penser qu'on a quelque chose à voir avec le mythe de la caverne et où on nous demande, et c'est ce qu'on demande aux francs-maçons, d'élargir son spectre, d'intervenir au-delà des simples apparences et des simples conformités. Dans ce cabinet de réflexion, nous avons un certain nombre d'éléments qui sont aussi remarquables au rite écossais primitif, qui sont ce couteau qui est présent pour les frères, les futurs frères, et cet axe avec du fil autour, on appelle ça une quenouille. Alors c'est pas quelque chose de péjoratif, c'est simplement pour indiquer que nous avons deux personnages qui correspondent à ces deux instruments, qui sont Thésée d'un côté et Ariane. Voilà, Ariane qui tient le fil quand Thésée rentre dans le labyrinthe pour aller tuer le Minotaure. Donc il faut connaître cette histoire, c'est intéressant, et de se rappeler qu'on a toujours besoin de sa moitié, de l'autre moitié, pour atteindre la lumière, c'est-à-dire que seul on y arrive difficilement. Alors soit cette moitié est en nous, il faut la découvrir, hein, c'est l'introspection, hein, avec Vitriol, hein, que vous avez vu, où il s'agit de visiter l'intérieur de la Terre, hein, la caverne donc, visiter l'intérieur de la Terre et tu trouveras la pierre cachée, etc., etc. Donc cette pierre cachée, c'est quoi? C'est la vérité, c'est une pierre de lumière, une parcelle de lumière qui est en vous, une parcelle divine peut-être aussi.
Et tuer le Minotaure, c'est tuer l'animal qui est en vous, pour laisser la place justement à ces éléments lumineux. Donc, voir le rapport qui existe avec votre expérience de la caverne, votre expérience du cabinet de réflexion et le mythe de Thésée, du Minotaure et d'Ariane. À côté de ça, on a vu qu'il y avait du pain dans le cabinet de réflexion, on a vu qu'il y avait une germination, puisque de toute façon pour faire du pain il faut du blé. On a une faux qui est présente, qui est peut-être la grande faucheuse pour nous faire passer de vie à trépas, mais qui est aussi une manière de récolter ce fameux blé pour faire du pain, et le pain c'est la vie, avec l'eau. Et donc on se réfère là à un autre mythe, c'est celui de Déméter et de Perséphone, et où intervient la notion de cycle de vie. Donc l'initiation de l'apprenti a une ressemblance partielle avec le mythe de Déméter. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que Déméter cherche sa fille perdue Perséphone, qui est tombée amoureuse, je dirais, du dieu des enfers, qui se trouve sous terre, dans l'obscurité, dans la ténèbre. Et un accord va être trouvé parce que c'est assez difficile, il n'y a plus rien pour nourrir les hommes, Déméter étant la déesse qui permettait justement d'avoir des récoltes. Il n'y a plus de récolte puisqu'elle est sous terre. Sous terre, il n'y a pas de lumière, pas de germination, donc plus rien pour nourrir les hommes. L'accord qui a été trouvé, c'est qu'elle passe la moitié de l'année sous terre et l'autre moitié sur terre. Donc ce qui permet d'avoir des récoltes dites saisonnières. Voilà. Alors enfin, nous avons un autre mythe qui est important, puisque vous avez bien vu qu'une fois que vous êtes arrivé dans la loge, vous avez eu vos épreuves. Mais vous allez être confronté dans la dernière épreuve, l'épreuve du feu, bien sûr, chez nous en tout cas. Puis après, on vous ramène à l'Occident et on vous dévoile la lumière. Et tout le travail consiste par vos 3 pas à marcher en direction de la lumière. Et cette lumière, elle se tient à l'Orient, elle se tient assez haut, au sommet d'une montagne en fait. Et là, on voit qu'il y a une démarche qui ressemble au mythe de Prométhée. Démarche prométhéenne, où il s'agit de s'emparer du feu pour nourrir les hommes, hein, puisque le feu réchauffe, d'une part, ça évite de mourir de froid, mais ça permet aussi de chauffer les aliments et donc de manger à sa faim. Donc, conclusion, le Prométhée en question, est-ce que ce ne serait pas vous, par hasard ? Ne seriez-vous pas une réincarnation de ce Prométhée qui a besoin de cette lumière pour progresser pour lui-même déjà et pour l'humanité ? Est-ce que la démarche maçonnique n'est pas un peu prométhéenne? On pose la question, on ne donne pas la réponse, parce que chacun doit se faire son idée. À l'issue, vous avez un certain nombre de questions qui vous sont posées pour vérifier que vous avez bien perçu la relation entre la caverne, le cabinet de réflexion, la marche vers la lumière. Et en troisième partie, nous avons les mots pour le dire. On travaille sur l'ontologie et l'eschatologie. Voilà, donc on va donner des définitions. L'eschatologie, c'est la destinée finale de l'homme et du monde. C'est la fin des temps, en quelque sorte. L'ontologie, c'est toute une philosophie de l'être, hein, de ses origines et de ses aboutissements. Et se connaître soi-même, c'est tendre vers une sorte d'être-té, c'est-à-dire une capacité à positionner son être dans le grand tout, déjà, et à pouvoir dessiner un grand schéma directeur avec vous au milieu, ou vous parmi le grand tout, si vous préférez. Voilà. Après, nous abordons le syndrome de la chute adamique. Oui, parce que vous voyez, cette idée d'aller dans la caverne, d'aller dans le cabinet de réflexion, que c'est une descente subterrestre, ça équivaut à une chute pour une renaissance. Une renaissance aux éléments matériels, les 4 éléments.
Donc vous êtes en phase de renaissance dans un monde que vous voyez sous un regard différent. Alors, d'une part, la descente, ça serait une anabase, ça s'appelle une catabase, pardon, une catabase, comme les catacombes, on descend en dessous. Et puis après, il y a une remontée qui se fait progressivement. Les 3 pas de l'apprenti en direction de la lumière, c'est une manière de remonter aussi. Hein, les pas se font en ligne droite en direction de l'Orient. Ça, c'est un début d'anabase. Voilà. Et un peu prométhéen, puisque Prométhée lui-même monte au sommet de l'Olympe pour faucher, pour voler le feu. Mais en prenant le feu, il ne prend pas la véritable lumière. Il y a un feu matériel et il y a un feu spirituel. Donc là aussi, c'est un élément sur lequel on peut tous ensemble débattre. Voilà, ça c'est les différents éléments. Après, on aborde le mythos et le logos pour essayer de donner des définitions. L'hybris et Dike aussi, et la connaissance et la gnose pour essayer de les distinguer. Et enfin, au 4e chapitre, nous avons nos valeurs. Alors quand on dit nos valeurs, quelles sont les valeurs des francs-maçons? C'est sous-entendu les valeurs ou les vertus, les valeurs on va dire, qui nous permettent d'être meilleurs, de devenir meilleurs, de nous améliorer, de nous perfectionner, et par le fait de perfectionner notre entourage aussi. Alors on parlera d'abord des valeurs humanistes et républicaines, parce que ben voilà, on y est, c'est notre histoire, hein. On n'est pas là pour renier cette histoire avec la liberté de conscience, l'égalité, la fraternité bien sûr. Ce ne sont pas que des poncifs, ce sont des principes tout à fait valables en franc-maçonnerie. On verra le travail sur soi et la quête de la lumière, ça c'est deuxième section qui est importante. La recherche de la lumière, ça veut dire un effort pour progresser et se remettre en question en permanence dans ses certitudes. Hein. On en revient à l'histoire de la caverne socratique, hein, plutôt que de rester dans la méconnaissance du réel et dans les idées préconçues, on décide de sortir de ce cadre-là pour découvrir autre chose. C'est la recherche de la lumière. La tolérance, bien sûr, l'éthique et la morale, donc distinguer l'éthique d'autres principes comme la métaphysique. C'est intéressant aussi. Et la 3e section consistera à l'ouverture au monde et l'engagement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de franc-maçon qui est en repli sur soi, ça n'existe pas. On se nourrit de lumière pour la diffuser. Voilà. Alors, là-dedans, on reviendra dans l'ouverture au monde sur l'humanisme, le progrès de l'humanité et l'universalité. Voilà. Et tout ça présuppose, avant d'aborder ces notions, une connaissance de soi, bien entendu. Et on finira par un QCM, voilà, qui n'est pas très long, et où effectivement vous avez des questions qui permettent de récapituler les connaissances que vous avez abordées lors de ce livret numéro 6. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt.